Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de parler de l'action Ferrari, entreprise du secteur de l'automobile, secteur qui est en plein changement. Et dans plusieurs vidéos précédentes, on m'avait évoqué justement Ferrari en commentaire, on en avait parlé parce que même si c'est une entreprise de l'automobile, c'est quand même une entreprise qui est aussi dans les véhicules de luxe. On va donc faire une vidéo sur l'entreprise, on parlera d'abord du business model et ensuite on regardera les chiffres et la valorisation du titre. À savoir que le titre en bourse s'est très bien comporté sur les 5 dernières années et donc je pense que les chiffres vont refléter ça certainement au niveau de la croissance des marges, mais on le verra plus tard, on ira directement dans les documents financiers ensemble. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit en cas de conseil en investissement. Je vous partage ce que je vais découvrir avec vous en direct, à savoir que je n'ai pas regardé les chiffres volontairement parce que vous m'avez dit souvent que justement les vidéos dans lesquelles je vous montre un petit peu comment regarder les chiffres, les analyser, et du coup ça permet aussi de vous montrer ma démarche, c'était des vidéos que vous trouviez pertinentes. Enfin bref, on attaque la vidéo. Donc Ferrari, c'est une entreprise italienne de luxe spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de voitures de sport ou de voitures haut de gamme de façon générale. Ça a été fondé en 1947 par Enzo Ferrari et ils sont réputés pour des véhicules donc de performance, évidemment avec des designs emblématiques, et ils ont eu aussi une grosse présence en Formule 1. Ils sont cotés en bourse à Milan et à New York et l'entreprise pèse un petit peu plus de 76 milliards. Et vous avez ici donc le cours de l'action. Je suis allé chercher quelques chiffres pour vous refléter un petit peu combien ils vendent de voitures, le prix des voitures, le type de business qu'ils ont. Donc si vous regardez, en 2015, ils avaient vendu 7664 véhicules, donc c'est vraiment des petits volumes, hein. On est sur moins de 10 000 voitures. Et en 2024, ils ont vendu un petit peu plus de 13 700 véhicules, donc ils ont un petit peu moins que doublé leur production en 10 ans. À savoir que l'entreprise, on voit que plus de 85% de son chiffre d'affaires, c'est la vente de véhicules et de pièces détachées. Ils ont ensuite 10% de sponsoring commercial et marque. Donc là, ça va être les sponsors qui vont mettre leur logo sur les Formule 1. Ça va être aussi la licence Ferrari. Si vous achetez des t-shirts, etc., eh bien, il y a un petit peu d'argent qui revient à Ferrari au niveau de la marque, au niveau des contrats commerciaux. Et ils ont 4% de autres. Et au niveau de la répartition géographique, et là c'est très pertinent parce que je pense que ça va expliquer qu'ils n'ont peut-être pas autant souffert que d'autres entreprises du luxe qui ont eu beaucoup plus de difficultés récemment. On pensera à pas mal d'entreprises qui étaient notamment très populaires en Asie et en Chine. Regardez, Ferrari, ils sont à seulement 9% de chiffre d'affaires en Chine, à Hong Kong et à Taïwan, alors qu'ils sont à 17% dans le reste de l'Asie, 42% en IMEA, donc c'est Europe, Middle East, donc Moyen-Orient et Afrique, et 32% aux États-Unis. Et je vous ai divisé ici le chiffre d'affaires par le nombre de véhicules. Alors, c'est pas parfait parce que, comme on l'a vu, ils ont aussi d'autres petits revenus, mais globalement, on constate qu'ils vendent des voitures avec un prix moyen de plus de 400 000 euros. Et pour analogie, je suis allé vous mettre Porsche en face. Porsche qui a vendu en 2024 plus de 300 000 véhicules. Et si on prend le chiffre d'affaires et qu'on le divise par le nombre de véhicules, encore une fois, c'est pas parfait parce qu'il y a les pièces détachées, l'entretien, les marques, etc. Mais on est plutôt sur des véhicules qui sont à un peu plus de 100 000 euros. Donc plus de volume et moins accès luxe, alors que Ferrari, on est clairement, quand on regarde les chiffres, beaucoup moins de véhicules et avec un prix beaucoup plus élevé. Maintenant, on va passer aux chiffres et juste avant ça, je tiens à faire un petit peu mes prévisions, mes pronostics. Vous savez que j'aime bien faire ça dans les vidéos. Je m'attends à avoir des très bonnes marges, ce qui n'est pas le cas souvent dans le secteur de l'automobile, mais là, on a certainement une capacité à fixer les prix et une voiture vendue plus de 400 000 euros ne coûte certainement pas 400 000 euros à fabriquer. Donc je m'attends à des très bonnes marges et je m'attends aussi à une forte croissance du chiffre d'affaires et ou une amélioration des marges parce que vu l'appréciation du titre en bourse et en plus ils ont doublé le nombre de véhicules qu'ils vendaient et j'imagine qu'ils ont aussi augmenté les prix, le chiffre d'affaires a dû très bien se comporter sur les dernières années pour que l'action prenne plus de 200% en 5 ans. La question dont on reparlera un petit peu en conclusion, que j'ai déjà en tête aussi, justement, je l'ai fait avant de faire cette vidéo, et après on va regarder les chiffres. Mais d'ores et déjà, ce que je vais me demander, c'est comment est-ce qu'ils vont décider d'augmenter leur chiffre d'affaires dans le futur et tenir leur marge. Parce qu'on est dans un secteur automobile où il y a beaucoup de changements, notamment sur la performance. Il y a encore 10-15 ans, c'était difficile d'avoir des véhicules très performants. Aujourd'hui, avec tout ce qui est véhicules électriques, on arrive à avoir des véhicules extrêmement performants à des prix bien moins élevés. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a plusieurs entreprises de la concurrence avec des véhicules de moyenne puissance, dans les 200, 300, 400 chevaux, qui se font ronger beaucoup de parts de marché par l'électrique. Eux, évidemment, c'est des voitures encore plus puissantes, mais je pense que sur le long terme, ils vont devoir beaucoup plus miser sur le haut de gamme et la rareté. Et la question que je me poserai, c'est
et en tout cas c'est un peu mon avis, miser que sur la performance, ce sera peut-être pas la recette gagnante pour cette entreprise. On va aller directement dans les documents financiers, documents PDF officiels disponibles sur le site destiné aux investisseurs, et on va directement aller sur le compte de résultats, comme ça on va se le faire en direct. Donc au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, ils sont passés de 5 milliards à 6,6 milliards en 2 ans. Là, vous voyez, je souris parce qu'en fait, je retrouve déjà ce que je vous disais un petit peu avant, c'est que je pense que le chiffre d'affaires a dû exploser vu le nombre de véhicules. Ils ont quand même doublé les ventes en 10 ans et le prix qui a dû monter aussi. Donc je ne serais pas du tout étonné qu'ils aient eu une forte augmentation de l'intégralité de leurs chiffres. Et si on prend les profits, donc tout ce qui est résultat net, on voit qu'on est à 1,5 milliard. Et donc là, de tête, on peut déjà se calculer les marges. Ils ont certainement des marges autour de 25% marge nette. Donc, encore une fois, par rapport aux autres entreprises de l'automobile, en fait, on a déjà un petit peu une partie de la conclusion. Ce n'est pas une entreprise d'automobile, c'est une entreprise du luxe. Et on en avait déjà parlé un petit peu en commentaire et je suis d'accord avec cette analyse. Mais bon, ils vendent quand même des véhicules et il faudra le prendre en compte aussi parce que c'est un secteur en changement, notamment, je le dis, au niveau des performances. Ensuite, ils ont, bon, au niveau des actifs, je veux surtout aller regarder le cash. Ils ont 1,7 milliard de cash en stock. Le cash est monté. Ils ont du goodwill, mais c'est normal puisque la marque a de la valeur. Ils ont des assets intangibles et ils ont pas mal d'usines. Encore une fois, ils fabriquent quand même. Donc j'imagine aussi qu'on aura des capex parce qu'il faut investir dans ces usines-là. Et au niveau de la dette, est-ce qu'ils en ont? On va aller dans les liabilities, donc les passifs. Oui, ils ont de la dette, 3,3 milliards, et la dette est montée, si vous regardez. Par contre, ils ont quand même du cash, hein. Ils ont moins de cash que de dette, mais ils en ont quand même. On va aller directement voir le cash flow statement, donc les flux de trésorerie. Ce qui va m'intéresser ici, pardon, c'est le cash issu des opérations, qui est en belle croissance à pas loin de 2 milliards, pour 6 milliards de chiffre d'affaires. Très belle marge sur les flux de trésor opérationnels. Et investissement en tout ce qui est usine, etc., on les a ici. Donc voilà, ils vont être en flux de trésorerie positif largement, ils ne brûlent pas de cash. Qu'est-ce qu'ils font de ce cash? On peut aller regarder d'ores et déjà ensemble, je vous le remontrerai après sur des logiciels, mais j'aime bien aussi vous montrer comment on le fait avec des PDF, parce que ben, au final, on revient toujours à la source. Ils payent un dividende, on le voit ici, 400 millions, donc ils sont capables de le payer, et ils rachètent des actions. Ok. Donc, et ils passent en gros tout le flux de trésor, parce que si je vous le fais de tête là, 1,9 moins les 500 millions là, et vous êtes autour de 1 milliard entre le dividende, le rachat d'actions, il suffit qu'ils aient un petit peu de mouvement sur la dette, et je pense que tout le flux de trésor doit y passer. On va aller regarder des courbes, ce sera aussi plus visuel, mais j'aime bien vous montrer, quand je vous disais, ce qui se passe dans les PDF aussi, pour comprendre comment les lire. Donc, croissance du chiffre d'affaires, on va se la regarder en composé, on va se mettre sur 10 ans, donc on va démarrer en 2014. Le chiffre d'affaires a augmenté de plus de 9% par an en composé. C'est pas mal, c'est pas non plus 15% ou 10-12%. Par contre, regardez, c'est en train d'accélérer. Là, depuis 2020, il y a eu une sacrée explosion du chiffre d'affaires. Et si on va se mettre que sur 5 ans, donc on va partir de 2019, pardon, on va aller jusqu'en 2024, commencer en 2019. Je vous la fais en direct, je vous disais la vidéo, j'essaie le plus possible quand même, comme ça vous voyez mes réactions. Là, on fait du 12%. Ok, donc je comprends que le titre se soit très bien apprécié, comme je vous montrais tout à l'heure le graphique, là, sur 5 ans. En fait, la croissance est en train d'accélérer et bah, je suis très curieux de voir les marges, du coup, vous vous en doutez. Et on va le faire de suite. Les marges. Marge brute, bon ben voilà, plus de 50% depuis 2016. Il y a eu une année sous les 50%, 2 années, 2022 et 2023. Mais on retrouve ce qu'on se disait tout à l'heure. Là, vous avez des belles marges brutes, donc il y a vraiment une capacité à gagner de l'argent derrière. Évidemment, il y aura d'autres dépenses, marketing, R&D, etc. Mais si vous regardez les marges nettes, on est à plus de 20% de marge nette et marge sur flux de trésor, a priori, à plus de 14%. Donc, ben, ultra propre, hein, croissance du chiffre d'affaires, très belle marge, marge qui tiennent dans le temps. Regardez la stabilité, donc entreprise qui a l'air assez bien gérée. On va regarder visuellement ce qui se passait sur le cash et la dette, même si on a vu qu'ils avaient plus de dette que de cash, mais ils ont de la trésor, mais la trésor passait dans le rachat d'actions et le dividende. On va se le faire visuellement, je sais que certains préfèrent aussi. Donc on va se prendre le free cash flow. On va regarder aussi, tiens, les capex. Allez, ça pèse pas mal, hein, regardez, hein. Si je vous mets les flux de trésor issus des opérations,
Et il y a pas mal de capex, hein. Ils investissent dans les usines, dans les machines, et c'est une bonne chose parce qu'une entreprise industrielle, elle se doit quand même d'investir. Bref, je vais vous les enlever, c'était pas non plus l'objectif, j'ai fait une tangente. Je vais regarder où part ce cash. Donc ce cash, il va clairement partir dans le paiement d'un dividende, dans du rachat d'actions. La dette, on a vu qu'ils l'ont augmenté récemment et on va aller l'afficher. Je vais vous mettre tout le cash. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent utiliser ce logiciel, premier lien en description, vous avez moins 10% pour la communauté. C'est un logiciel que j'utilise absolument tout le temps. C'est pour ça que je me permets d'en parler. En plus, ça fait un tout petit soutien pour la chaîne, donc n'hésitez pas. Et d'ailleurs, pour ceux aussi qui veulent nous rejoindre dans le programme, quitte à faire de la publicité, autant aller jusqu'au bout. Vous pouvez nous rejoindre dans le programme où vous avez toute la formation vidéo, qui est vraiment la colonne vertébrale qui va vous donner une trame à suivre pour créer votre propre stratégie en bourse d'investissement selon votre profil. Vous avez aussi accès à mon portefeuille, mes achats et mes ventes, à toutes les vidéos que je fais en dehors de YouTube, dans lesquelles je fais comme ça un peu plus du direct, où je vous partage ma vision en ce moment, on fait des sessions de travail, des analyses, etc. Et souvent, ces sessions de travail, ensuite, plus tard, elles permettent de faire des vidéos YouTube comme celle-ci, puisque Ferrari, c'est une entreprise à laquelle je pense, par exemple, depuis quelques semaines, depuis qu'on en a parlé en commentaire, et j'avais l'idée de la vidéo qui me trottait dans la tête, et maintenant, ça arrive sur YouTube, une fois que j'ai un petit peu digéré, que je me suis posé les questions sur le secteur, etc. Digérer intellectuellement, j'entends. Bref, on revient à nos moutons. La dette long terme, on voit que c'est vraiment la bougie la plus haute ici à 3,4 milliards. Vous avez 1,7 milliard de cash en face. Au niveau des flux de trésor, on est à pas loin de 1 milliard d'euros, ce qui veut dire que si on arrêtait de payer ce dividende et de racheter ces actions, parce qu'on voit, hein, là, si je le zoome un petit peu, en fait, on constate, attendez, je vais zoomer, on constate que l'intégralité du flux de trésor, donc de la capacité de l'autofinancement de 937 milliards, donc 938, la bougie verte ici, et bien on voyait que tout passe dans le rachat d'actions et le dividende. Par contre, si on arrêtait de racheter les actions et de payer un dividende, on pourrait rembourser la dette en un petit peu plus de 3 ans. Donc franchement, c'est hyper propre, hein. Et justement, en parlant de dividende, on va aller le regarder et le rendement est assez bas. Ça ne me choque pas du tout et ça nous amène un petit peu sur la prochaine partie qui est la valorisation. Je pense que c'est un titre qui va s'échanger assez cher puisqu'on l'a vu, belle marge, croissance qui accélère et donc forcément, même s'il vous paye pratiquement la moitié du flux de trésor, même plus de la moitié, regardez ici, le taux de distribution sur les flux de trésor, il est à 60%. Donc même s'il vous paye une grosse partie de la capacité d'autofinancement en dividende, l'entreprise doit certainement se payer très cher et donc ça fait un rendement qui n'est pas tant élevé que ça. Cependant, bravo parce que l'entreprise, elle, bat à plat de couture le S&P 500. Donc pour toutes les personnes qui sont rentrées dessus il y a quelques années, je vous félicite. Et c'est mérité parce que c'est une belle entreprise qui a été très bien gérée quand je regarde les chiffres. On va finir sur les valos, puis on fera ma conclusion. Prix par rapport au chiffre d'affaires à 15. Évidemment que je trouve ça assez cher, mais en même temps, ça peut peut-être se justifier parce qu'on a vu une accélération de croissance sur le chiffre d'affaires. Là, on est à 12% sur 5 ans composé. On a des marges nettes à plus de 20%. C'est un payeur de dividendes, donc souvent ça se valorise un petit peu. Mais si on regarde historiquement, ça se paye plus cher que la médiane historique. Là, depuis 2018, donc sur 6 ans, vous avez une médiane qui est autour de 8,8 sur le prix par rapport au chiffre d'affaires et actuellement ça se paye 15 fois. Donc ça se paye plus cher que historiquement, on va pas se le cacher. Mais ça peut peut-être se justifier s'ils maintiennent la croissance et les marges. D'ailleurs, on va en parler en conclusion. Je vais vous mettre aussi le prix par rapport aux bénéfices. Ça se paye plus de 60 fois les bénéfices. C'est élevé, on ne peut pas dire le contraire. Mais encore une fois, si ça se justifie d'après votre analyse et vos projections dans le futur, pourquoi pas. Et enfin, prix par rapport au flux de trésorerie disponible, alors là on est à plus de 100 fois, donc oui, c'est cher. Ce qui va nous amener à ma conclusion. Alors, belle entreprise qui dénote beaucoup du reste du secteur de l'automobile, mais en même temps, comme on en avait déjà parlé avec certains parmi vous en commentaire, c'est bien plus une entreprise dans le luxe et c'est flagrant sur les marges et la capacité à fixer les prix. Honnêtement, belle entreprise, je vois rien de choquant dans les chiffres. La question que je me poserai, et je vous l'avais déjà un petit peu dit au début de la vidéo, et pour ceux évidemment qui veulent pousser leur analyse plus loin sur le titre, je veux aussi vous partager les questions que je me pose, comme ça vous donne des idées. C'est comment vont-ils décider de continuer à augmenter leur chiffre d'affaires? Parce que là, il y a deux grands axes à prendre. Soit on vend de plus en plus de voitures, soit on augmente le prix des voitures, soit on fait les deux. Et la question que je me poserais, c'est dans un monde de l'automobile qui est en grand changement, notamment où la performance des véhicules devient de plus en plus accessible. On le disait,
En plus, c'est marrant parce que j'ai une formation d'ingénieur industriel. Les démonter les moteurs de moto et de voiture, c'est toute mon adolescence. Donc, j'arrive bien à comprendre comment fonctionnent les moteurs thermiques contre les moteurs électriques. Et évidemment que au niveau de la performance, avec l'arrivée des véhicules électriques, ça va être de moins en moins facile pour le thermique d'aller avoir toujours des meilleures performances face à l'électrique qui intrinsèquement est extrêmement performant. Enfin bref, c'était la petite aparté mécanique. Mais du coup, ma question, c'est si la performance ne devient pas un argument, et d'ailleurs on voit beaucoup de la concurrence qui en souffre, vont-ils miser sur le haut de gamme et la rareté? Et je pense que vous comprenez un petit peu déjà ma réponse. Je pense que c'est ce qu'ils essaient de faire. Et d'ailleurs, ça se voit à travers leur marketing, l'augmentation des prix, les volumes qui ont augmenté, mais on reste sur des volumes où on fait 13-14 000 voitures par an. Et la question que je vais me poser aussi, c'est du coup jusqu'où ira cette capacité à fixer les prix? Parce qu'on arrive bien à imaginer qu'il y a de la concurrence même dans le luxe et on ne peut pas non plus monter les prix à l'infini. Donc l'entreprise, comment elle va gérer cet équilibre entre nombre de véhicules vendus, prix des véhicules pour continuer à augmenter le chiffre d'affaires dans le temps? Et ça, si je vous le dis, c'est parce que justement, vu les valorisations, il va falloir aller chercher de la croissance et de la marge. Parce que ça se paye si cher, parce que le marché pense qu'il y aura de la croissance. Mais il va falloir qu'il le fasse. Et c'est là qu'il faut être capable pour moi de se forger une conviction sur le maintien de la croissance et des marges sur cette entreprise et comment ils vont faire pour continuer. Et c'est nécessaire, à mon avis, de se forger un avis là-dessus pour pouvoir justifier la valorisation actuelle. Parce que oui, je trouve que la valorisation est élevée avec, je vous ai montré, le PER, le price to free cash flow, le prix par rapport au flux de trésor, et même le prix par rapport au chiffre d'affaires. Ça s'échange cher. Donc il y a un moment, il va falloir se forger des convictions pour projeter, par exemple, dans 5 ans où ils en seront, réactualiser dans le présent, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'on est là pour faire du retour sur investissement. Aussi belle que puisse être une entreprise, on ne peut pas la payer trop cher. Et je conclurai là-dessus, très belle entreprise européenne, hâte de voir s'ils arriveront à prendre ce fameux virage avec le fait qu'ils se fassent attaquer par des nouvelles technologies, notamment sur la performance, et comment ils vont faire pour maintenir et jouer du coup, à mon avis, sur l'image de luxe, afin de maintenir cette croissance et cette capacité à fixer les prix. Mais en tout cas, belle entreprise, je comprends qu'on m'en ait souvent parlé en commentaire, je pense qu'elle fera peut-être aussi d'ailleurs parler parce que je pense que c'est une entreprise qui tient à cœur à certaines personnes. En tout cas, voilà pour ma présentation. Comme je vous l'ai dit, j'ai découvert les chiffres avec vous, j'ai cherché le maximum d'informations, mais l'objectif aussi, c'est de continuer la discussion en commentaire. Et je pense que dans le futur, je pourrais revenir à cette entreprise, en parler à nouveau et pourquoi pas l'analyser une prochaine fois dans quelques temps, voir ce qui s'est passé. J'espère que la vidéo vous aura intéressé, je vous souhaite une excellente journée et j'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode.